Et que ils ont tout sacrifié pour la nation. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand tu parlais, j'étais d'accord avec toi, mais la couverture que tu mettais, c'était pas la bonne couverture. C'est vrai, le pouvoir en place, ils ont engraissé les rebelles. Ils ont vraiment engraissé les rebelles. Et quand tu prends aujourd'hui le résultat de tout ce qui a été fait depuis 2002 jusqu'en 2025 aujourd'hui, tous ceux qui étaient dans la vérité et qui se sont livrés au combat avec loyauté, ils sont au bas de l'échelle. Comme tu l'as dit, les esclaves sur les chevaux et les presses à terre. Le commandant Abbaye aujourd'hui, il devait logiquement avoir au moins le grade, il devait mettre, depuis là, le président de l'Angola devait au moins lui donner le grade de colonel-major depuis longtemps. Depuis longtemps, vu qu'il a donné le grade de commandant aux rebelles, des gens qui n'ont pas fait des études militaires et qui sont au même niveau, au même grade que des commandants d'unité d'une armée républicaine. Vous voyez, tels que Koukounion, tels que Abbaye, tels que chose qu'on appelle le Bognon du Kokmaro, de Koumassi, tous ces gars-là qui ont lutté, ils étaient au même galon que les rebelles qui n'ont pas fait d'école militaire, qui n'ont même pas fait, parce que pour être d'abord capitaine, c'est-à-dire pour passer de capitaine à commandant, je crois, il y a des coups d'état-major qu'on fait. Il y a des coups d'état-major. Tu fais d'abord 2 ans à l'EFA, tu fais 1 an à l'école de gendarmerie, tu sors, tu es sous-lieutenant, tu fais, je crois, 2 ou 3 ans pour être lieutenant plein, après tu fais 3 ans pour être capitaine, de capitaine à commandant, il y a un coup d'état-major que tu dois faire pour être mais tout cela, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça directement de caporal à commandant. Pendant que les officiers de l'armée légalistes, eux, ils font des examens, ils font des stages et tout ça. Ils se battent avec leurs maigres moyens. Aujourd'hui, tous ceux-là sont généraux. Et tous ceux qui ont combattu pour la vérité, aujourd'hui, ils sont laissés pour compte. Quand tu prends le général de Boblé, est-ce qu'il travaille? Il ne travaille pas. Il n'est pas réintégré au sein de l'armée. Il a quel salaire? Il n'a pas de salaire. Comment il nourrit sa famille? Personne ne sait. Il se débrouille pour nourrir sa famille. Voilà un père de famille qui a des enfants à scolariser. Après tout ce qu'il a subi en prison comme traitement, aujourd'hui, tous ces officiers-là, ils sont laissés pour compte. Et là, moi, c'est mon cri de cœur. Ils sont laissés pour compte. Voilà, ils se portent pas bien. Ils se portent bien. Personne ne s'interroge. Personne ne sait. Ils ont l'argent pour payer un sac de riz pour nourrir sur leur famille, personne ne sait. Et pourtant, Dieu seul sait combien de fois ils se sont dépensés. Hein? Quand tu vois Abbaye, je vais te conter l'histoire à partir de choses, parce que lui et moi, on a fait beaucoup de missions. Quand Simone Gbagbo partait faire sa tournée à Korogo, au nord, pendant des mois, on était au four au moulin, on dormait dans la voiture, il fallait sécuriser, il y avait le capitaine des choses, Seka, lui, il était aide de camp de la première dame, donc on l'accompagnait dans ses missions de sécurisation. Donc, on était au four au moulin, elle est partie où? À Katiola, elle est partie à Ferke, à Dabakala, elle est partie à chose, comment on appelle ça, à Boaké, dans tout le nord, pendant près de 1 mois et demi. On était là-bas avec elle, on était là-bas avec et ses adjoints, on était là-bas. Il y avait le lieutenant Yéman, il y avait tous ces gars-là, on était là-bas jusqu'à ce que elle finisse. Moi-même, un chat tombe en panne à Katiola. Je prends la voiture d'Abbaye, je viens jusqu'à Abidjan, je viens récupérer des pièces et le même jour, je reconduis encore, je conduis la voiture jusqu'à je vais jusqu'à Katiola. Vous imaginez un aller-retour en moins de 24 heures. Tout ça parce que Abbaye me demande, vas-y, fais ça. Et je le fais. C'était l'autre qui me donnait des faits. Et je le fais parce que c'était ma mission. Je faisais il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Même pour chose, pendant que les gens sont en train de dormir. Donc, mon commandant, oui. Tu es en train de me dire que malgré tout ce qu'Abbaye faisait, le président Laurent Gbagbo a pris des rebelles caporaux pour les mettre au même niveau de commandement que lui. C'est-à-dire qu'Abbaye est commandant. Le président Laurent Gbagbo prend des caporaux et il est fait commandant au même titre qu'Abbaye. C'est comme ça? Bien sûr. Mais Thomas, tu as vu ça? Tu l'as vu? Est-ce que moi, n'était pas commandant? Parce qu'il y a un certain Malawi, mais je ne sais pas quoi, qui écrit en bas que moi, il y a un problème avec le président Laurent Gbagbo. Moi, il n'y a pas de problème Laurent Gbagbo. Hein. Il y a un problème avec sa manière de son jugement, en fait. Oui. Voilà, il y a un problème avec son jugement. Moi, je ne vais pas prendre Gbagbo. Hein. On a vu ça. Le plus aimé de la Côte d'Ivoire. Parmi les présidents les plus aimés de Côte d'Ivoire, là. À part Oufoué, il y a Gbagbo qui vient. Ouais. Voilà, donc moi, là, Malawi, si tu veux parler, là, il faut monter puis on débat. Il
faut monter. Si ton papa est dans l'armée, puis Babo prend, ton papa est commandant, puis Babo prend des gens qui ne sont pas là à l'école, il les fait commandant, il les met au-dessus des officiers, des capitaines qui sont là à l'école. Bien il les sûr. met au-dessus des officiers qui sont là à l'école, qui ont bac plus 3, qui ont fait 2 ans de formation. Il prend un gars comme Chéri Ousmane. Et puis Babo, s'il décrit, il est commandant, il commande même ton papa qui est là à l'école. Là. Il a plus d'années que ton papa qui est là à l'école. Là. Si toi, là, ça peut te plaire. Je te dis monter, que on va parler. Ce que tu dis est vrai parce qu'à un moment donné, tout le pactole, parce que le Nord ne faisait pas rentrer les recettes douanières, donc les recettes des choses douanières du Nord étaient au Nord. Tout ce qui devait venir au Sud pour qu'on puisse mettre ça dans le trésor public pour payer les gens et tout ça, et ça ne venait pas. Mais malgré ça, ils prenaient l'argent du contribuable ivoirien et ils leur donnaient des salaires de commandants. Écoutez, écoutez fort. Écoutez fort. Dans mon commandant, répétez communication, s'il te plaît. Répète la communication. Mais je dis que les recettes douanières, la Côte d'Ivoire était coupée en deux. Les recettes douanières de Wangolo, du Nord, partout là-bas, là, ça rentrait dans les caisses des rebelles. Ça ne venait pas au Sud ici. C'était censé venir dans les caisses de l'État pour qu'on paye les fonctionnaires de toute l'étendue du territoire national. Mais ça ne venait pas parce que c'était bloqué là-bas par eux. C'est ça qu'ils prenaient pour faire leur gestion là-bas. Et c'est ça qu'ils prenaient pour faire leur fonds de fonctionnement. Maintenant, ce que les recettes que les choses de l'administration du sud de la Côte d'Ivoire faisaient rentrer dans les caisses de l'État, c'est-à-dire le port, l'aéroport, tout ce qui pouvait rentrer dans les caisses de l'État, c'est ça le Laurent Gbagbo prenait. Il payait les commandants rebelles là avec toutes les gratifications, avec les bons de carburant dont ils avaient droit, avec leurs véhicules de commandement, avec leurs gardes qu'ils avaient, ils les payaient tous. Ils étaient payés. Vous voyez, ils étaient payés. Pendant que au niveau de l'armée nationale, mais nos officiers, ils avaient quoi? C'est vrai qu'il y avait des bâtons et des guitares marchées pour pouvoir travailler, mais au niveau de l'investissement financier, c'était pas ça. C'était pas ça. Hein? C'était pas ça. Je me rappelle bien que même pour pouvoir récupérer des armes, des bâtons qui étaient cachés dans la forêt du Banco, Abéi Noël a pris son propre argent pour donner ça à un gars. Abéi Noël a pris son argent pour donner ça à un gars, au gars qui surveillait les armes qui étaient dans la forêt de Banco et qui voulait rentrer dans son pays. Abéi lui a remis l'argent contre chose qu'on appelle ça, les guitares là, c'est-à-dire que le renseignement, il le payait de sa poche. On est allé croiser un gars, comment appelle ça, vers le café de Versailles des Alpha Blondy dans un hôtel. Le gars qui avait participé à la réunion avec Bernard Kouchner et puis comment il s'appelle, Blaise Compaoré et tout ça, sous ce qui s'était tramé en Côte d'Ivoire pour l'élimination du président. Mais pour avoir ce renseignement avec ce gars-là, ce qui devait être fait, c'est que les gars avaient concocté. C'est Abéi qui en avait l'argent de sa poche pour donner au monsieur. Il n'avait pas de budget pour tout ça, pour le renseignement. Pourquoi on disait qu'Abéi, il était fort? C'est parce qu'il partait chercher le renseignement là où le renseignement était. Et ce renseignement-là, il l'avait grâce à sa propre poche. C'était son argent qu'il prenait pour aller chercher le renseignement. Voilà, quand le gars a un renseignement, il doit te donner ce renseignement-là. Il a risqué sa vie pour avoir le renseignement. Il faut le payer pour qu'il te donne ce renseignement. Et ce renseignement-là, pour l'avoir, il faut faire quoi? Il faut donner l'argent. Et cet argent-là, il me donnait ça. Il mettait ça dans une enveloppe et je partais prendre le renseignement. Et après, je lui faisais un compte rendu détaillé de tout ce qu'il avait. Ça veut dire que Abéi Noël, il s'est investi jusqu'à... C'est pas possible. Voilà. Tous ses enfants étaient avec lui. Aucun de ses enfants n'était en dehors du territoire national pour dire que son enfant fréquentait soit en Europe. Non. Ses enfants partaient à l'école à Abidjan là. Ils étaient à Abidjan là. Sa femme enseignait là, au lycée municipal de Atekoubé, un petit lycée. Pourtant, avec tout ce qu'il a fait, le président pouvait dire, bon, celle-là, mettez la chose au ministère de l'Éducation nationale. Elle n'a qu'à être quelque part au ministère de l'Éducation. Mais non, elle était là dans un petit lycée. C'était son argent qu'il prenait pour faire tout ce qu'il avait à faire. Voilà, quand il était coincé, il partait voir, de mémoire que je sais, le DG de la LONASI, là. C'est lui, moi, je sais que lui, il a même financé les funérailles des choses de la femme d'un élément du GEB.
le MD-chef Kouani Guy Serge, qui avait perdu sa femme, et comme Abbaye avait interdit aux éléments du GEB d'aller raqueter sur les routes comme les autres le faisaient, il a dit non, le GEB n'ira pas sur la route. Quand il a perdu sa femme, il n'y avait même pas l'argent pour faire les funérailles de sa femme. Abbaye est allé voir le DG de la LONASI. Je suis toujours témoin de ça. Et le mec, il a enlevé 2,5 millions. Il a donné ça à Abbaye. Abbaye a appelé l'élément. Il a dit non, il va venir. Il a appelé Kouani Guy Serge. Il dit viens, voici, prends l'argent là, va faire les funérailles de ta femme. L'élément, il était tellement ému qu'il n'avait pas pu parler. Vous voyez, voilà comment il fonctionnait Abbaye. Voilà. C'était quelqu'un qui s'investissait profondément. C'est pourquoi on disait qu'il était fort, il était vraiment courageux, c'est parce que lui, il anticipait sur toutes les actions de l'ennemi. Il partait chercher le renseignement là où le renseignement était. Il ne dormait pas. La nuit, Abbaye m'appelle, on s'en va. 1h du matin, 2h du matin, on rentre à 4h. À 7h30, on doit être au bureau. On s'en va à Abbaye. Même lors des élections, le premier tour des élections en 2011, pendant que les gens étaient en train de faire le chose dépouillement, les gens surveillaient les principales artères et machin. Abbaye et moi, avec mon binôme et tout ça, vous savez où on était? À Niamey, derrière le grand séminaire, où il y a des rails qui passent quelque part là, au fin fond là-bas, là, on partait tourner dans les écoles là-bas pour voir comment ça se passe. C'est comme ça qu'on a surpris des gens avec des urnes, qui avaient des urnes dans la main, la nuit là, à pied. On leur demande, mais vous partez où? Non, on va déposer les urnes là au lycée Moderne d'Abobo pour le décomptage. On dit, mais il n'y a pas de l'ONUCI qui dit qu'il ne faut pas avoir toucher les urnes qui sont censées collecter les urnes. Ils ne sont pas avec vous. Non, il n'y a personne. Il n'y avait pas l'ONUCI. Il n'y avait aucune force de choses militaires avec eux. Ils avaient les urnes dans la main, une colonne de personnes. Il y avait au moins 6 urnes avec eux. Et ils avaient attrapé ça dans la main, ils partaient. C'est là qu'Abbaye leur a dit, bon, montez. Ils sont montés dans nos différentes voitures. On allait les déposer au lycée Moderne d'Abobo. Quand on est arrivé au lycée Moderne d'Abobo, les gens nous ont pris à partie. Oh oui, les gendarmes là, ils ont appelé les gens, c'est pourquoi ils ont envoyé ça maintenant. Abbaye a dit, ils ont pris Abbaye à partie pour lui dire que c'est lui qui a pris les urnes dans les différents lieux de vote pour aller les remplir et après il les a amenés. Ils l'ont pris à partie. Pourtant, les gens eux-mêmes savaient qu'ils avaient laissé les urnes là-bas et c'est la population là qui a pris les urnes pour venir et c'est dans la nuit là qu'on les a trouvés, dans le noir. Vous voyez? Donc, il s'est investi de tout son être. Il était partout. Il ne dormait pas. Il ne dormait pas. À tel enseigne que je vous fais une confidence. À force de manger tardivement, il avait commencé par avoir une infection au niveau de l'estomac parce qu'il mangeait très tard. On mangeait très tard. On n'avait pas le temps de digérer. Qu'il faisait jour, il fallait partir travailler. Vous voyez, il était au four et au moulin. C'est ce qui faisait sa force. Il ne dormait pas. L'argent qu'il prenait pour avoir tout le renseignement, pour pouvoir intervenir avant que le truc ne se gâte, c'était son argent. Toutes les tentatives étouffées dans l'œuf qui se faisaient, grâce à Abbaye, on dit qu'Abbaye, il a intervenu ici. Abbaye, il a fait ça. C'était son propre fonds d'argent qu'il prenait pour le faire. C'était pas l'argent de machin. La preuve est que quand il a demandé l'argent pour réparer les chars, quand ils lui ont donné les, je ne sais pas combien de machins, il s'est trouvé que Kasaraté s'est mis dans une colère noire. Pourquoi? Parce que le président avait remis l'argent directement au commandant Abbaye. Et ça, c'était entre le deuxième tour. Ça, c'était le deuxième tour des élections en 2011. Et c'est là que Kasaraté a dit que puisqu'Abbaye ne lui a pas présenté l'argent, Abbaye c'est un insoumis, Abbaye c'est un effronté, et il prend ses ordres d'ailleurs, Abbaye n'est pas sous son commandement, il fait ce qu'il veut, alors que c'était juste pour aller réparer les engins blindés de façon discrète, parce qu'on était sous embargo, on n'avait pas le droit d'acheter officiellement des pièces d'engins blindés, de chars et tout ça. On ne devait pas le faire parce qu'on était sous embargo. Et que l'ONUCI et l'armée française venaient régulièrement chaque mois contrôler la quantité d'armes qu'on avait dans nos poudrières. Ils venaient faire l'inventaire de ces armes-là. Ils venaient faire, comment on appelle ça, ils venaient compter la nature de tous les bambous qu'on avait, le nombre de grains d'arachide
qu'on avait, le calibre de ces grains d'arachide-là, les gens contrôlaient tout chaque mois. Ils faisaient faire des inventaires chaque jour. De sorte qu'on n'ait pas un nouveau bambou, ni une nouvelle guitare, ni un nouveau grain d'arachide. Donc, pour éviter que ça ne pète aux yeux des gens, il a discrètement, le président a dit, bon, pour cette fois, voilà ce qu'on va faire. Après que Abeille ait insisté, c'est comme ça qu'on lui a remis l'argent et il s'est débrouillé avec des partenaires en Afrique du Sud. Ils ont acheté les pneus, ils ont acheté des pièces détachées et ils ont dit que c'était pour des machines agricoles, pour aller réparer des machines agricoles pour la culture du riz. Voilà comment on a pu remettre les chars en état. Les chars qu'on n'a pas pu mettre en état, ces chars-là sont restés au parc à chars. Et ces engins blindés-là qui ont été bombardés par l'armée française lors de la crise post-électorale. Ces engins-là ont été carrément brûlés. Maintenant, les grains d'arachide et puis les bambous qu'on avait, qui étaient en bon état, qu'on avait cachés, c'est ce qu'ils sont allés mettre dans ma maison. Ils ont gardé tout ça dans ma maison. Et c'est ma maison qui était devenue sur la poudrière. Et c'est ma maison qui a fait que la caserne d'Agban est restée debout parce que tout le monde venait s'approvisionner là. Quand ils ont bombardé la poudrière, sous l'instigation du commandant Abeille, qui a dit que, on ne sait pas comment ça va se passer, mais les gars, enlevez tout ce qui est bambou et guitare et grains d'arachide, là où ça y est, et allez mettre ça dans la maison du commandant Djangoné. Voilà comment ils ont tout envoyé dans ma maison. Ma maison était devenue la véritable poudrière. C'était la poudrière, c'est là-bas que tout le monde venait s'approvisionner parce que les autres poudrières avaient été détruites. Et quand les rebelles ont su que les poudrières avaient été bombardées, ils ont dit, bon, Agban est tombé, on va venir récupérer Agban. L'initiative de ça, c'était qui? C'était Abeille. Parce que c'est lui seul qui réfléchissait, c'est lui seul qui se souciait, c'est lui seul qui s'inquiétait de tout ce qui allait venir. Il ne le faisait pas que pour Gbagbo, il le faisait pour tous les gendarmes, pour tous les militaires, pour tous ceux qui avaient des familles à Agban, pour tous ceux qui avaient des enfants à Agban. Donc voilà comment le monsieur, il s'est investi de fond en comble dans tout ce qui était travail militaire, travail de renseignement, même œuvre sociale. Il te croise, tu viens le voir, un jeune parent, il y avait un jeune qui avait son papa à la brigade routière, à la brigade autoroutière, c'est-à-dire les motards qui vont sur l'autoroute pour faire des barrages là. Et le mec, il était mal en point, il marchait baissé. Et le commandant m'a dit de garer, j'ai garé, il dit appelle le gars. Je l'ai appelé, il est venu là, mais qu'est-ce qui se passe? Non, le mec, il avait une hernie étranglée. Il était mal en point. Et il a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut, machin? Il a dit, non, opération, machin, mais j'ai pas de sous. Le monsieur, il a enlevé son argent. Il a donné l'argent au gars. Il dit, bon, j'appelle un taxi. Je vais trouver un élément pour te mettre dans un taxi pour qu'on t'amène à l'hôpital. Voici l'argent, prends tes papiers, tes ordonnances, tes analyses que tu as fait et puis va te faire opérer. Le monsieur, quand il est revenu de là, il a dit merci à Abeille. Abeille a dit, non, mais ne me remercie pas. C'est une vie que j'ai sauvée, je n'ai pas besoin de remerciements. Pour dire quoi? Pour dire que le monsieur, non seulement il était profondément humain, mais il était professionnel. Il anticipait sur tout. C'est pourquoi ses collègues officiers, il y en a qui en étaient jaloux. Il faut que je le dise. Il y en a qui en étaient vraiment jaloux. Voilà. Il y en a qui lui en voulaient terriblement parce qu'ils pensent qu'il était dans les bonnes grâces de la présidence. Il n'était pas dans les bonnes grâces de la présidence. C'est parce que lui, il anticipait. Il anticipait sur tout. Surtout, il n'était pas rare de voir Abeille m'appeler à 3 h du matin, m'appeler, il faut te conditionner, on a une mission. Et on part à 2 ou à 3. On était généralement à 2, 3. On ne dépassait pas ce nombre-là avec mon binôme. On partait prendre le renseignement là où le renseignement était, quel que soit l'endroit. Que ce soit à Dereraï, que ce soit à Anyama, vers le grand séminaire, il y a un tout là-bas quelque part. On partait partout. Tout, pour avoir le renseignement, pour pouvoir intervenir en temps et en heure pour ne pas que l'histoire nous dépasse. Voici l'homme. Voyez, voici l'homme. Maintenant, dans la crise post-électorale, durant la crise post-électorale, ce monsieur, il s'est distingué par son courage et par sa volonté de préserver des vies. Ça, je le dis et je l'assume. Il s'est distingué par son courage et par la volonté de préserver des vies. Parce que je vous dis quoi? La caserne d'Agban Abeille n'était pas le plus gradé. Il n'était pas le plus gradé. Il y avait le colonel Gbeli. Il y avait le colonel Dousso. Il y avait le général Kassaraté. Il y avait le commandant Bassanté.
Il y avait plein d'officiers supérieurs. Il y avait le colonel Ndri Benjamin, là, ils étaient là-bas. Ils logeaient à la caserne, ils habitaient dans la caserne. Le colonel Gbeli habitait dans la caserne. Kassarate habitait dans la caserne. Tous ceux-là, ils étaient dans la caserne. Ils habitaient là-bas. Abéi n'était pas le plus gradé de la caserne. Non, il venait même dépasser le commandant. Il venait dépasser le commandant. Donc, il n'était pas le plus gradé. Mais c'est Abéi qui a pris l'initiative de diriger toute la riposte pour que le camp d'Agban soit préservé. C'est lui qui donnait les ordres. C'est lui qui, chaque jour, tous les matins, Abéi prend l'autophone. Il appelle la radio de la gendarmerie, qu'on appelle chose satellite. Quand satellite répond, il fait un point de la situation sur le réseau national de la gendarmerie. Ça veut dire que même si tu es, même si tu es à la gendarmerie de choses à Daloa, tu sais que c'est Abéi qui est en train de parler. Il fait le point de la situation au jour le jour. Tel IB a fait ça, IB est passé ici, IB a demandé ça, on a dit non, voilà. Il dit tout ce qu'il a à dire. Il galvanise les troupes. Il donne les ordres. Quand il y a une situation qui se passe, il demande l'officier qui est là-bas. Quand il dit bon, voilà, il donne les ordres. Il encourageait. Pas vu? Et même quand il n'y avait pas de nourriture dans la caserne d'Agban, Abéi et ses enfants étaient là. Tout le monde partait manger chez Abéi. Ça va préparer pour tout le monde la caserne. Tous ceux qui avaient la possibilité de passer par là, venaient manger. Parce que la caserne, il n'y avait pas de courant, il n'y avait rien. Il avait mis un groupe électrogène. Même tous les gendarmes de la caserne, c'est chez Abéi que les gars partaient charger leur téléphone portable. Tous les gendarmes de la caserne là, c'est chez Abéi, ils partaient pour brancher leur téléphone portable. Il n'y avait pas d'électricité à la caserne d'Agban. Pendant 2 semaines, la maison d'Abéi était devenue l'état-major de la gendarmerie. Parce que c'est lui qui était au four et au moulin. Vous voyez? Et donc, quand Abéi prend l'autophone et puis il appelle satellite, l'opérateur qui est là-bas, Thierry, il dit quoi? Il disait que Abéi était devenu le commandant supérieur. Il appelait le commandant supérieur parce que le commandant supérieur était là, mais il disait rien. Le général Afro Yao Raphaël, qui était le commandant supérieur adjoint, habitait la caserne d'Agban. Mais personne n'a pris un jour la radio pour motiver, ne serait-ce que pour motiver les troupes. Personne. Tout ça, c'était Abéi. Tout ça, c'était lui. Et Kassarate? Il habitait la caserne. Kassarate habitait la caserne, mais il n'a jamais pris l'autophone pour donner un ordre, ne serait-ce que pour motiver les troupes. Il n'a jamais fait ça. La seule personne qui parlait sur le réseau national, c'était Abéi. Il donnait les ordres, il encourageait, il orientait la riposte de la caserne. Il était partout. Il a fait ça pourquoi? Il a fait ça pour préserver des vies. Aujourd'hui, toutes les vies qui ont été préservées là, parmi ces vies-là, il y en a aujourd'hui qui sont des colonels, qui sont partout, qui sont gradés, qui sont bien. Mais lui, il est où aujourd'hui? Il paye le prix de sa fidélité à la nation. Vous voyez, c'est pourquoi ton cri de cœur là, je suis d'accord avec ton cri de cœur là. Mais il ne faudrait pas que ce soit un cri de cœur qui ressemble à une jalousie. Non, c'est un cri de cœur qui ressemble à une injustice. C'est une injustice grave et monstrueuse à l'égard des forces de défense de sécurité de ce pays-là. Une injustice pas possible. Vous comprenez? Malgré qu'on leur a donné des galons de commandants, ils ont continué à nous combattre, ils ont continué à nous tuer, ils ont continué à nous dire, ils ont continué à nous poser, comment on appelle ça, des embuscades. Malgré qu'on les paye avec l'argent du pays, on a fait rappel, ils ont eu galons, ils ont eu maison, ils ont eu voiture, ils ont eu tous les privilèges, ils ont continué. Malgré même, mon commandant, malgré même l'amnistie que le président a pris pour les blanchis. On vous pardonne, tout ce que vous avez fait, on vous pardonne. Réveillez dans la République. Voilà. Ils ont continué de nous allumer. Et aujourd'hui, quand on s'assoit et puis on regarde, résultat, tous ceux qui sont investis à fond là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont à terre. Le général Doublé, un général, à terre. Kona Boniface, là, à terre. Le colonel, Koukouignon de Yopougon, il est à terre. Il était au service social. Le service social, là, vous savez ce qu'on fait là-bas? On envoie tous les gendarmes qui ont été blessés, qui sont malades, qui ont des pathologies, où ils ne veulent pas travailler là. C'est là-bas qu'on les affecte. Koukouignon, un guerrier, un garçon, on l'envoie au service social. Tous les Konakan Roland, aujourd'hui là, à terre. Vous voyez un peu. Il y a même Abidjan Noël. Il a été radié des effectifs de l'armée.
il n'a même pas de travail, il n'a même pas de salaire, il n'a rien. Il se débrouille comme ça, comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé, quelqu'un qui n'a jamais offert sa poitrine à la nation. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire combien de fois ton cri de cœur là, il est normal. On parle d'Abbaye, c'est vrai, mais des autres officiers aussi. Mais Abbaye, ce que je connais de lui, c'est ça que je vous dis là. Ce monsieur-là, il n'a rien pris de la présidence pour lui-même. Il n'a rien pris de la présidence pour pouvoir faire. C'était son argent, lui, qui prenait pour faire. Voilà. C'était son argent à lui qui prenait pour faire. Même pour aller pour ces voyages-là, pour ces voyages machin-là. Voyage qu'il faisait en Europe, là. C'était pas un voyage pour aller faroter. Hein. Quand il va, c'est une semaine maximum, 2. Il partait à Lourdes, en pèlerinage à Lourdes. Il partait prier. Il parlait du Sénégal qui est beaucoup chrétien. Il partait prier à Lourdes. Et quand il faisait son ordre de mission, et puis les gens partaient en groupe, les gendarmes là, et les militaires, c'était le pèlerinage des militaires là, en groupe. Et c'était coordonné par qui? Par le général Gabi Point. Les gars prenaient les passeports de tout le monde ensemble, partaient déposer à l'ambassade, on leur donnait sur le visa, 1 semaine ou bien 2 semaines, ils partaient à Lourdes. Ils font leur pèlerinage à Lourdes. Quand il finit, Abbaye, il rentre en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais dit non, j'ai pris des vacances pour aller faroter ou bien pour aller m'acheter quoi. Non, 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 non. Il était toujours là, présent. Présent dans la modestie. Voilà. Et donc, son courage qu'on dit qu'il avait, c'était son service de renseignement qui était très développé parce qu'il mettait ses moyens à la disposition des agents de renseignement pour pouvoir lui apporter le renseignement dont il avait besoin pour pouvoir opérer en temps et en heure. Donc, c'est ce qui faisait sa force. Et ça, c'était financé par lui-même. Je tenais à le préciser. Voilà. Et donc, c'est ce que je peux dire pour ceux qui ont des questions. Je peux avoir oublié d'autres choses pour ceux qui ont des questions, qui veulent comprendre quelque chose, qui veulent comprendre autre chose sur le mode de fonctionnement du commandant Abbaye. Je suis là, mais je retiens que c'est quelqu'un qui a été vraiment humble et c'est quelqu'un qui a été toujours... Et puis, il y a un truc que je vais vous dire. Vous savez que ça m'a fait rire ce jour-là. Vous savez que quand on remplit les papiers des choses pour les équipements de choses administratives, c'est-à-dire les fournitures de bureaux, les tables, les meubles et tout ça, il y a un papier qu'on remplit et qu'on envoie au ministère pour les besoins de l'unité, pour l'année et tout ça là. On a rempli ça et puis allez. Logiquement, c'est le chef secrétaire, c'est-à-dire le chef du bureau, hein, du bureau qui remplit ça, machin. Mais vous savez ce qu'Abbaye il me dit, mais toi tu sais écrire, non? Il faut remplir le papier là. Je dis, mais bon, voilà, c'est pas moi. Il dit, rempli. Et j'ai rempli. Et quand j'ai rempli, il a signé. On allait déposer ça au ministère. Quand ils ont décaissé les fonds pour pouvoir équiper, c'est-à-dire quoi, acheter des trucs, ça venait du ministère. En ce moment, c'était le ministre René Amani. C'était le ministre René Amani qui était là. Ils ont envoyé. Ce qu'il a demandé même là, c'est pas ce qu'ils ont envoyé. Ils ont envoyé juste un peu. Et donc, on allait acheter tout ce que on avait acheté. Et puis maintenant, c'est venu. Maintenant, comment il dit, donc c'est ça là, c'est à cause de ça là. On veut que j'écrive, je fasse une demande officielle pour que, comme si je partais commander quelque chose pour moi-même. Vous voyez, même pour donner le minimum pour le fonctionnement même de l'administration là, c'est-à-dire pour payer des agrafeuses, des tables, des chaises, des bureaux et tout ça pour le matériel, pour le fonctionnement de l'unité, c'est compliqué. C'était compliqué. On dit, mais attends. C'était compliqué. Le calcul. Oui. C'était en quelle année? C'était dans les années 2007, 2008. Et même ça s'est prolongé jusqu'en 2010. Parce que même pour 2010, c'était pareil. Pour recevoir la dotation, hein, c'était, je crois, chaque 2 ans, mais chaque 1 an qu'on donnait pour pour le mobilier, pour le fonctionnement, les stylos, enfin, tout ce qu'on peut mettre dans un bureau pour faire les rapports, pour les choses qu'on appelle ça, les cartouches d'encre des imprimantes et tout ça, pour faire les messages, pour tout ce qu'il faut. Pour donner ça même là, c'est pas là. Elle dit non, 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 c'est pas mon année que je vais prendre encore pour payer cartouches d'encre pour imprimer les messages de la gendarmerie. Tu vois? Donc c'est peut-être dire que même le fonctionnement, même le fonctionnement même de l'administration, c'était au ralenti. C'est lui-même qui disait. Tu vois, oui. Mon commandant, c'est pourquoi moi je crie mon coup de gueule. C'est-à-dire que
Si en 2005, Soro m'a devenu Premier ministre, et puis le parti, le pouvoir place a payé maison 1 milliard pour lui. C'est les bics, les crayons, les tables, les agrafeuses qu'on demande, on demande au commandant Abey de faire des cris. Oui. Tu vois pourquoi je me plains. On demande ça, devis. On demande devis. On dit devis. On appelle ça devis, non? Tu vois pourquoi je me plains. Tu vois pourquoi je me plains. Et tu vois pourquoi je me plains. Et aujourd'hui, là, c'est parce que Soro Guema, c'est parce que la maison était arrachée à Soro Guema qu'on a su que le gouvernement de Gbagbo a payé une maison pour Soro Guema. C'est ça. Tu comprends? Ouais. Sinon, on n'allait jamais savoir. Ouais. Et tu comprends? On n'allait jamais savoir. Aujourd'hui, moi, c'est mon coup de gueule, là. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, il y a le commandant Abey. Il pouvait être colonel-major. Tu n'es pas d'accord avec moi? Si on opinion un colonel-major, un MDL, un vaurien, un diasseur, quelqu'un qui a déjà les gendarmes, lui, le colonel. Aujourd'hui, là, quand on crie non ras-le-bol, il y a un gars qui dit non. Il est contre. Moi, c'est pas contre Gbagbo, c'est jamais contre Gbagbo. Ici, contre, de la manière vous voulez qu'on soit contre Ouattara par rapport à la gestion du pays, là. C'est comme ça, moi aussi, là. Je suis contre Gbagbo par rapport à comment il a géré l'armée, là. Comment il a géré mes officiers, là. Je suis contre ça. Ouais. Moi, je suis contre ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi, Gbagbo. Comment il a géré l'armée? Moi, en 2007, j'ai cherché mon bulletin de salaire. Je me suis retrouvé, c'est pas où là, au ministère de la Défense, où on garde les bulletins là. J'ai trouvé le bulletin des rebelles là-bas. On les payait depuis 2007 en fait. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. J'ai trouvé l'adjudant-chef Kandé. Il dit non, c'est pour les rebelles. Hein. J'ai vu les salaires. Ils avaient le même salaire que les soldats de première classe. Ça avait trop de différence, c'était 5 000 moins 8 000. Vous comprenez? Toi, tu payes les gens qui ne prennent même pas service au camp. Mais nos amis ont été radiés parce qu'ils sont malades. Nos amis ont été radiés parce qu'ils n'ont pas pris service. Mais les rebelles, là, n'ont jamais pris un service. Ils n'ont jamais pris un service dans un camp militaire. Mais tu les payes. Nous, nos collègues ont été radiés parce qu'ils ne sont pas venus au travail. Est-ce que vous comprenez les juges que nous avons subis? Est-ce que vous comprenez? Alors, quand on parle, il n'y a rien qui non, c'est jaloux. Moi, c'est pas jaloux, c'est jamais jaloux de Gbagbo, hein. Moi, je ne peux jamais ressembler à Gbagbo. Gbagbo, là, son étoile est trop fort pour moi. Moi, dans ma vie, Dieu n'a pas mis la jalousie. Moi, dans ma vie, là, tous ceux qui me connaissent, là, qui m'ont côtoyé, moi, dans mon cœur, là, il n'y a pas de jalousie dedans. Mais c'est qu'on a vécu, là. Quand on dit aux gens que nous, on a vécu 400 salaires, les gens disent moi. Mais c'est la réalité, les gars. On ne peut pas mentir. On mentit quand on va gagner. Quand on parle d'accord de Ouaga qui est écrit, c'est pas où le mec qui a écrit accord de Ouaga. Accord de Ouaga, on te force pour signer ou bien. Un accord où tu privilèges la rébellion et tu laisses tes gars qui te surveillent. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Il y a des gens qui réfléchissent. Ils disent non, c'est accord de Ouaga. Accord de Ouaga, tu signes un accord qui privilégie les rebelles et qui t'amène à léser tes officiers, tes soldats. Ça a quelle chance? Et il y a un soldat même qui a levé la main au palais présidentiel. En bas du tabouret présidentiel là. C'est là qu'on a fait la réunion. Il a levé la main. Gbagbo lui a dit, mais donc toi, tu veux te comparer aux rebelles? Tu veux te comparer aux rebelles? Aujourd'hui, la vie d'Abey est gâtée. Ses enfants ne vont pas à l'école. Ils vivent comment? Le commandant Abey, il vit comment? Il vit comment? Ça, vous ceux qui sont en prison. Les premiers sont en prison, ils vivent comment? Est-ce que les enfants vont à l'école? C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Tu vois, je te coupe pas la parole, mais tu vois le monsieur qui est juste derrière Abey là, sur la photo là. C'était le capitaine Anoma Hugues Anselme. Lui là, il a trahi Abey. Il a trahi aujourd'hui là. Il est dans toutes les grâces du pouvoir là-bas. Lui, aujourd'hui là, il est dans toutes les grâces du pouvoir. C'est de ça on parle. Les hommes qui ont tapé les parties, qui ont donné pour Gbagbo là, ils n'ont jamais été récompensés à leur juste valeur. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle aujourd'hui là. Pourquoi Abey comme ça, lui peut être colonel? Enlever ton colonel pour donner à l'enfant là, toi Gbagbo, ça t'enlevait quoi? Ça t'enlevait quoi? Quelqu'un qui prend son nom, fait le renseignement. Il paye les renseignements. Il est au feu au moulin. C'est pas son rôle d'aller sur le terrain. Lui, le commandant d'unité, lui, il envoie les gens. Mais lui, il sur le terrain. Il va sur le terrain. Il va sur le terrain. Il fait le renseignement. Et puis tout ça là, toi Gbagbo là, tu es au courant. Mais tu t'as nommé les Kone Zakaria, les Cherousman là. Tu t'as pris un décret pour reconnaître les galons. Ça a quel sens? Et tu les mets au même titre que tes officiers. Et puis, pire encore, même, tu les fais commander tes officiers. Des gens qui ne sont pas là à l'école. Et on parle, tu dis, pour la paix. De la même manière que tu as de grader les Kone Zakaria, il faut lever tes officiers. Rien de tout ça n'a été fait. Si tu peux prendre un décret pour grader Kone Zakaria chez Rousman, tu peux prendre un même décret
pour lever tes officiers qui sont autour de toi. Aujourd'hui, on est surpris parce que on dit 90% des officiers de la Côte d'Ivoire ont trahi Gbagbo. Mais regardez les conditions. On est avec toi là, on ne mange pas. Un officier là, à partir de commandant, il devient politicien. Un officier, à partir de commandant, pour ceux qui ne savent pas, il devient politicien. C'est plus un militaire, il devient un politicien. Un commandant. Est-ce que vous comprenez? À partir de commandant, il est plus militaire, il est politicien. Il va où le soleil brille. Il va où le soleil brille. Mais les officiers, les commandants comme les API là, sont restés sur leur position. Et puis malgré ça, il a eu 475 millions, hein, je dis ça. 475 millions que Ouattara a mis sur le compte d'ABI. ABI a mis ça shit. Il a dit lui mange pas. Hein? Il dit lui mange pas à la table. Ouais. Mon commandant, répétez communication. Il y a rien qui vient de monter. Je dis, à la place d'âme du GEB, au rapport, devant tout le monde, il a dit, j'ai reçu 475 millions de Ouattara, mais moi je ne mange pas à la table de la compromission. Il a rejeté ça. Il a reçu un demi-milliard. Il a rejeté ça. Un demi-milliard. Il a dit non, il prend pas. Un demi-milliard. Il a dit non, il prend pas. Il dit touche pas. Même Héron, il n'a pas touché. Même Héron. Un demi-milliard, il dit il prend pas. Il dit il prend pas. Un homme d'honneur. Quand on parle des hommes d'honneur là, voilà un. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Un demi-milliard. Tous ces adjoints là. Un demi-milliard. Même le commandant de l'hygiène, lui, il a reçu pour lui, il ne s'est pas présenté à la caserne pour lutter pour la caserne, il est resté chez lui à la maison. Même les Anoma Hugues Anselme, là, qui est derrière Abbaye, là, ils étaient avec Bassanté chez lui là-bas, en train de boire les bières, en train de se saouler. Ils étaient là-bas en train de manger pendant que Abbaye était seul à lutter pendant 2 semaines. Il n'y avait même pas un qui est venu. Le capitaine Kra, il n'était pas là, il était avec eux. À Hugues Anselme, là, lui, là, il était là-bas. Ils étaient tous là-bas avec ce Bassanté. Tous ces gars, ils étaient chez Bassanté là-bas, en train de se mettre bien. Pendant qu'Abbaye était seul, l'argent, il dit, il prend pas. On n'avait rien à manger, on n'avait rien. Mais Abbaye était seul à lutter. Il a mis un groupe électrogène à la disposition de la caserne. La nourriture à la disposition de la caserne. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Malgré tous les privilèges que Ouattara lui a demandé, il a refusé. Il a refusé. Mais aujourd'hui, toutes ces prédictions se sont avérées vraies. Il a dit à Soro Guillaume, il a dit, toi, aujourd'hui, vous me combattez, vous voulez avoir ma peau parce que, voilà, je suis resté fidèle, je suis resté loyal, comment on appelle ça, aux institutions de la République. Mais je vous dis qu'un jour, ceux qui vous mettent sur un piédestal, là, demain, ils vont vous descendre. Il a dit ça à Soro Guillaume, à la primature, hein, devant Bani. Il a dit ça à Soro Guillaume. On était là-bas. Avant d'entrer là, les gens, ils nous ont désarmés tous sur la machine. Maintenant, c'est dans ça, il y a un méga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché une grenade dans sa poche. Il dit, ça chope là. Lui va péter grenade là. Nous tous ça. C'est ça. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ce qu'il a dit là. Voilà ça, aujourd'hui, Soro Guillaume, il est les officiers là, les officiers de Côte d'Ivoire là, pas des galons de commandants là, ils deviennent comme des femmes. Il faut les entretenir. Vous qui n'êtes pas dans l'armée là, ils vous donnent le son. Un officier, à partir de galon de commandant, il devient comme une femme. Il faut l'entretenir. Il y a un même qui était... Il faut l'engraisser. Il y avait un officier même qui était tellement jaloux d'Abbaye. Lui-même là, s'il pouvait... C'était le colonel Dosso là. Lui-même, il ne voulait pas sentir Abbaye. Quand Abbaye passe comme ça là, on est là aussi. Nous aussi on vit. Pensez à nous aussi. Il criait comme ça, un colonel, sur un commandant. C'est là, mais il dit quoi? J'ai dit, ah, ils disent qu'ils sont là aussi. Il dit, mais il fait allusion à quoi? Je sais là, ils pensent que Gbagbo me donne l'argent. C'est là, ils pensent que Gbagbo, parce que pour eux, dans leur tête, comme j'ai contribué à l'installation de Gbagbo au pouvoir en 2000 avec les machins là, donc pour ça, il m'a tout donné. Non! Tu as vu? Et malgré ça, Abbaye, il était resté droit dans ses bottes, poli. Il n'était pas, il y a même un jour où il a envoyé, il avait, comment on appelle ça? Il avait un groupe musical. Donc, il avait des instruments de musique qu'il avait mis à la disposition de l'église. Voilà. Donc, un jour, il a demandé à un de ses petits d'aller déposer les instruments là à Zaguier pour un concert à l'église catholique là-bas. Et puis, ils ont
comme c'était un Charlie, il y avait des trucs, donc ils ont arrêté le camion au corridor, là. Et les gens ont demandé jetons. Donc le petit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, c'est pour... Il a dit le nom du commandant. Les gars disent non, 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 te crois pas. Parce que tout le monde connaît ce monsieur-là. Quand on veut passer, c'est son nom, on dit, et puis nous, on vous laisse passer. Donc là, c'est faux. Tu as vu? Donc maintenant, le mec, il appelle le commandant. Il dit, ah, mon commandant, voilà, ils m'ont arrêté, machin, machin. Il dit, mais ils veulent quoi? Ils disent non, ils veulent jetons. Il dit, mais s'ils veulent jetons, mais il faut leur donner jetons. Si tu demandes jetons, il faut leur donner jetons. Fais comme tout le monde. Alors, est-ce que toi tu es différent, est-ce que toi tu es différent par rapport à un chauffeur qui conduit autre voiture? Vous êtes même chose. Donc, il faut leur donner un jeton et puis tu vas passer. C'est pas mon nom qui va être chose à ton passeport. Fais comme tout le monde. C'est ce qu'il a dit au gars. J'étais là quand il disait ça. Là, il dit, mais on a quoi? Il dit, non, c'est le petit là, il m'appelle parce qu'il est au corridor, les gens disent, mais donne-leur un jeton. Fais comme tout le monde. Voilà. Il dit, mais, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Il faut leur donner le jeton. Voilà, ils te demandent le jeton, tu leur donnes le jeton. Ils sont là pour ta sécurité. Il faut leur donner le jeton, ils vont payer de l'eau pour boire. Voilà, tu les dis. C'est pour dire que lui, il faisait pas la part des choses. Il était simple. Tu as vu? Il était simple. Mais commandant. Oui. Faut pas te mentir. Si moi, Ouattara m'a donné 475 millions là, moi, longtemps, monsieur Ouattara. Bon, mentir. Ça, c'est ta conception des choses. Non, moi, c'est pas où appeler. Non, faut pas mentir. Moi, faut pas mentir. Moi, tout ce qu'il a payé à faire là, il n'est pas millionnaire sur Bago. Puis Ouattara donne 475 millions, puis il refuse. Mon commandant a payé. Toi là, tu es un ange. Toi, tu n'es pas l'homme, toi, tu es un ange. J'ai dit. C'est pas l'homme, c'est un ange. Bonjour, commandant. J'ai dit. Est-ce que tu sais que peut-être que cet argent-là allait le conduire peut-être au fond de la tombe? Tu as vu, si aujourd'hui il est en vie. Mon commandant, oui. Mon commandant, oui. Mon commandant. Oui, je réponds. Moi, il dit, Bobby, si elle fait tous les sacrifices là pour le président Laurent Gbagbo, et puis elle n'est pas millionnaire là, dans les dernières heures là, où Ouattara m'appelle là, Poudjoum au golf. Et 475 millions dans mon compte. Et puis peut-être même que Abey aujourd'hui là, il serait peut-être colonellement général. Peut-être qu'il sera. Mais regarde chose, comment ça s'appelle même là. Le chef d'état-major, sur Laurent Gbagbo, c'était lui qui était le chose, comment ça s'appelle même. Il était le commandant à Kwedo, lui qui commandait à Kwedo là. Il était le chef de corps d'Akwedo, tout le patron de fédéral d'Akwedo. Mais Ouattara l'a appelé. Ils ont mis des millions dans son compte. Il a fait Poudjoum. Aujourd'hui, le chef d'état-major de Ouattara. Si le président Laurent Gbagbo ne peut pas engraisser ses hommes, il ne peut pas se battre. Les officiers, c'est comme des femmes. Ça, là, on dit ça tout le monde. Officier là, il est comme une femme. Parce qu'à partir de commandant, ils deviennent des politiciens. Parce que c'est eux qui ont les hommes sur les mains. Maintenant, toi qui ont tes hommes là, toi, tu ne les engraisses pas. On n'a pas besoin de dire ça. On n'a pas besoin d'être fin politicien, tacticien. Champion, à ce moment, salaire de commandant là, ça ne suffit pas. Parce que tu es un commandant d'unité, tes éléments ont des problèmes. Comme tu as dit, l'autre là, funérailles, d'autres peuvent être malades, d'autres enfants ne vont pas à l'école. Le salaire des gendarmes, entre nous, mon commandant, c'est combien? Entre nous, pas pour dénigrer la gendarmerie. Le salaire de commandant, le salaire de sauveteur de gendarmerie, ça n'arrive pas à 250 000. Sauveteur de gendarmerie, ça n'arrive pas à 250 000. Non, mais il est trop augmenté. Même 210 000, si c'est trop, c'est 210 000. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Mais Abey là, c'est un commandant d'unité. Il a ses hommes sur la main pour des missions. Il faut les engraisser. C'est de ça qu'on parle. Et il a dit non, vous êtes caché. Il y a quoi contre Gbagbo? Moi, quoi contre Gbagbo? Il dit voilà ce qui a fait qu'il a cassé l'armée. Là-bas, là, on me propose plus. Et puis, pendant que moi ici, militaire, c'est républicain. Pendant que Ouattara est en train de proposer plus aux gens, et puis bon, on dit non d'être patriote, et puis mes enfants ne vont pas à l'école. Moi, j'ai pas de maison, je dors au dehors. Puis après qu'ils ont payé maison de Sorogum 1 milliard, ils ont donné Galon commandant ici, il a donné 50 millions à tous les chefs rebelles, ils sont 60, et tous, à cause de Ouaga, ils ont eu chacun 50 millions. On dit, bon, les 8400, Gbagbo a signé, ils doivent avoir 17 millions. Mais eux-mêmes, ceux-mêmes qui te suivaient, ils ont eu combien? La charité bien ordonnée commence par soi-même. La garde républicaine qui a tapé la porte de Gbagbo, on a eu combien? 0 francs.
Non, vous êtes des militaires républicains. Ça avait des mots qui nous blaguaient. Des mots. Non, vous êtes des loyalistes. Battez-vous, ça a changé. Les gars, ça de ça on parle. Un gars comme le commandant Abeya, qu'on est en train de finir. Quelqu'un qui a refusé 475 millions. Champion, quand tu as quitté la CPI là, quand Ouattara est venu là, Ouattara t'a donné tout ton budget là, Ouattara t'a donné ça. C'est une tabac touché pendant 10 ans là, Ouattara a donné son président Laurent Gbagbo. Ou bien? Ah, ça de ça on parle. Voilà, tu vois, chacun a sa conception. Voilà, donc, est-ce que je peux poser une question? C'est vrai que... Allez-y, mon commandant, il y a quelqu'un qui te pose une question, allez-y. Oui? Mon commandant, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Les informations que tu nous donnes, ça nous réjouit et ça montre qu'il y a eu des hommes de confiance et des hommes de fierté qui ont défendu la Côte d'Ivoire vaillamment. Moi, ma question, elle est la suivante. Avec tout ce que l'unité d'Abbaye vivait, est-ce que le PR, est-ce qu'il était au courant de tout ça ou pas? Bon, le PR, honnêtement parlant, je ne peux pas te dire qu'il était au courant ou bien je ne peux pas te dire qu'il n'était pas au courant. Mais étant le chef suprême des armées, il y avait des rapports qui lui étaient faits chaque jour, au fil, en temps et en heure. Parce qu'il devait être au courant de tout ce qui se passe au niveau des casernes, au niveau de la vie des militaires, de sorte à prendre des décisions. Donc, pour moi, parce qu'Abeyi lui-même, il faisait souvent des demandes quant à la réparation des chars, à certains sous pour pouvoir, comment on appelle ça, faire certaines missions. Et les retombées n'étaient